Nous ne devrions jamais susciter des malentendus ou commettre des actes qui blessent le peuple chinois. J'ai lancé des appels aux sœurs et aux frères chinois de par le monde pour qu'ils soutiennent avec moi la fin de la répression brutale au Tibet et qu'ils contribuent à dissiper les malentendus entre nos deux communautés. J'ai souligné que les peuples chinois et tibétains partagent un héritage commun, le bouddhisme Mahayana, que nous vénérons le Bouddha de la compassion et que nous tenons pour l'un des plus hauts idéaux spirituels, la compassion envers tous les êtres vivants. Comme les dangers liés à l'intimité croissante entre les Tibétains et les Chinois m'inquiétaient, j'ai aussi suggéré aux Tibétains habitant dans divers pays du monde de fonder des associations d'amitié sino-tibétaines. Ces associations pourraient convier les Chinois vivant dans la même ville à des festivals tibétains, à des célébrations et à partager des repas ensemble. Dans le même temps, j'avais ordonné à mes envoyés d'essayer de contacter encore une fois leurs homologues chinois pour tenter d'organiser une rencontre. Il était urgent de désamorcer la situation au Tibet, de demander aux dirigeants chinois d'enquêter sur les causes réelles de ces manifestations très répandues et de prendre au sérieux les véritables griefs du peuple tibétain. Notre initiative a débouché sur une réunion informelle entre mes deux envoyés et leurs homologues chinois à Shenzhen en mai 2008, au cours de laquelle les deux parties sont convenues de convoquer le 7e tour de dialogue officiel à Pékin, en juillet 2008. Peu après, le 12 mai 2008, un tremblement de terre massif a frappé la province du Sichuan, dans la région tibétaine de Ngawa. Dès qu'on a entendu la nouvelle, des prières à grande échelle ont été organisées à travers toutes les communautés tibétaines de la diaspora pour les victimes du tremblement de terre, et notamment au temple Tekchen Cheling, ici, à Dharamsala. J'ai aussi fait un don personnel au Fonds de solidarité par l'intermédiaire de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plus tard, dans le mois, alors que j'étais à Londres, l'ambassade chinoise a eu l'amabilité de permettre à mon secrétaire de signer en mon nom le livre de condoléances à l'ambassade pour exprimer ma solidarité envers les victimes. En ce qui concerne nos discussions, à la fin de la 6e, j'éprouvais un sentiment de frustration parce que j'avais l'impression que nous tournions en rond et à tenir des discussions sur le fait de tenir des discussions. Un proverbe tibétain proclame « Tes pas doivent contribuer au voyage ». Alors après ce 6e rendez-vous, j'ai demandé à mon équipe de me présenter une analyse de la conversation jusque-là. À ce stade, ils gardaient encore espoir. Ils sentaient que après ce long labeur d'écoute des griefs et des préoccupations de chaque partie, il s'était peut-être créé un espace pour entamer un véritable dialogue. Ainsi, le 7e tour a eu lieu à Pékin en juillet 2008. De prime abord, mes émissaires ont exprimé qu'ils souhaitaient désormais que les discussions entrent dans le vif du sujet. Ils ont aussi fait part de la frustration et de l'impatience croissante de la communauté tibétaine et de moi-même. On nous a demandé de préparer pour la réunion suivante une déclaration officielle de nos vues sur le degré ou la forme d'autonomie que nous recherchons. Bien que notre position ait été claire depuis des années, nous avons rédigé un document officiel intitulé Mémorandum sur une véritable autonomie pour le peuple tibétain, que nous avons présenté lors du 8e tour de discussion le 31 octobre 2008. Nous y réitérons notre engagement à ne pas chercher la séparation ou l'indépendance, mais une solution au problème tibétain en concevant une véritable autonomie compatible avec les principes d'autonomie de la Constitution de la République populaire de Chine. Étant donné que notre objectif premier était et demeure la protection des Tibétains en tant que peuple, avec notre culture, notre langue et notre religion unique, un point clé de notre proposition était de trouver un cadre au sein duquel toutes les régions du Tibet pourraient bénéficier de la même forme de protection et de gouvernance. Nous avons aussi souligné que pour que notre autonomie soit réelle, elle devait inclure, au sein de la République populaire de Chine, le droit à l'autogouvernance au niveau local. Ce document adoptait une forme et une langue qui respectaient méticuleusement la Constitution de la République populaire de Chine,
ainsi que la loi sur l'autonomie régionale des minorités nationales. Nous tenions à assurer à Pékin que nous croyions fermement que nos objectifs pouvaient être atteints dans le cadre existant de la République populaire de Chine et, selon nous, d'une façon totalement compatible avec sa constitution. Les Chinois avaient beau savoir que le mémorandum sur une véritable autonomie pour le peuple tibétain était une tentative sincère pour donner une base officielle à nos discussions. Pékin a choisi de réagir négativement et a notamment fait une déclaration publique le 10 novembre, moins de 15 jours après notre réunion. Il nous accusait de séparatisme ethnique et de chercher des bases légales pour une prétendue indépendance ou semi-indépendance, pour une indépendance masquée tibétaine. Ils ont déclaré avec emphase que la porte vers l'indépendance ou semi-indépendance ou une indépendance masquée tibétaine ne s'ouvrira jamais. Ce même angle critique a été repris par la suite dans le livre blanc que la Chine a publié en 2009 à l'occasion du 50e anniversaire des événements de 1959, intitulé « 50 ans de réforme démocratique au Tibet », dans lequel on peut lire « La clique du Dalai Lama n'a aucun moyen d'atteindre l'indépendance tibétaine et ses tentatives de recherche d'une semi-indépendance ou d'une indépendance masquée sous la bannière d'un haut degré d'autonomie ne rencontreront aucun succès. Mais l'autonomie que nous demandions n'était pas, comme le prétendaient les Chinois, une sorte de haut degré d'autonomie, qui serait en dehors de la loi sur l'autonomie régionale des minorités nationales de la République populaire de Chine. Au regard de la réaction négative initiale de Pékin, et en accord avec notre charte des Tibétains en exil, une réunion extraordinaire de 5 jours a été organisée en novembre 2008, du 17 au 22, afin de discuter du dialogue en cours avec Pékin. Près de 600 délégués représentant les communautés tibétaines de différentes parties du monde, ainsi que divers secteurs clés, ont délibéré et, encore une fois, soutenu l'approche de la voie médiane à une écrasante majorité. Un mois plus tard, le 4 décembre 2008, dans un discours devant le Parlement européen de Bruxelles, j'ai réagi aux critiques chinoises en soulignant que nous n'avions jamais eu l'intention d'expulser les non-tibétains du plateau tibétain, mais plutôt d'exprimer notre inquiétude face à la migration de masse, principalement Han, mais également d'autres nationalités, dans de nombreuses régions tibétaines, ce qui avait en conséquence marginalisé la population autochtone tibétaine et menacé le fragile environnement du Tibet. Face aux réactions aussi excessivement négatives que déraisonnables à notre proposition, je n'ai pu m'empêcher d'exprimer ma frustration en précisant que même si ma foi dans le peuple chinois n'était pas ébranlée, ma foi dans son gouvernement s'étiolait jour après jour. La réponse officielle de Pékin au mémorandum était profondément décevante. Tout au long de ce cycle de négociations entamé en 2002, les Chinois n'ont à aucun moment fait la moindre proposition substantielle. Malgré leur attaque immédiate et délibérée contre notre proposition, nous avons rédigé une note sur le mémorandum pour répondre à leurs réactions et à leurs déclarations en partant du principe que certains points avaient peut-être été mal compris. Dans cette note de clarification, nous avons également répondu aux problèmes que les Chinois appellent les 3 adhésions, qui forment une sorte de ligne rouge à ne pas franchir. 1. L'adhésion au fait que le Parti communiste chinois dirige le pays. 2. L'adhésion au socialisme avec ses caractéristiques chinoises. Et 3. L'adhésion à la loi sur l'autonomie régionale des minorités nationales. Nous avons présenté notre note de clarification lors de la 9e session de discussion en janvier 2010, qui s'est révélée être la fin de la conversation. Depuis, le dialogue officiel n'a jamais été renoué. Le 19 mars 2011, à 75 ans, j'ai annoncé publiquement que j'avais décidé de prendre ma retraite, complétant ainsi le processus de dévolution de l'autorité politique commencé en 2001. Lorsque nous avons élu au suffrage direct le premier dirigeant politique au sein de la communauté tibétaine en exil, j'ai déclaré que le gouvernement par des rois et des figures religieuses avait fait son temps et que nous devions suivre la tendance du monde libre qui pousse vers la démocratie. En outre, en tant que 14e Dalai Lama dans la lignée, il était très approprié que je mette volontairement fin à l'autorité temporelle des Dalai Lama avec joie et fierté, afin qu'une direction démocratiquement élue puisse assumer ce rôle.
Le 29 mai, nous avons pu exécuter les préparations nécessaires, dont l'amendement de la charte des Tibétains en exil, pour institutionnaliser ce changement fondamental. Cet amendement était précédé d'une assemblée extraordinaire du peuple tibétain et mon dernier acte exécutif a été la signature officielle de cette charte amendée. Ce faisant, j'ai pris ma retraite et remis tous mes pouvoirs séculiers à la direction tibétaine démocratiquement élue. En août 2011, après avoir gagné l'élection, Lobsang Sangay est devenu le Khalon Tripa, chef du cabinet, puis a ensuite pris le titre de Sikyong, président de l'administration centrale tibétaine, et a exécuté 2 mandats de 5 ans. C'est en 2021 que Pampa Tsering, le Sikyong actuel, a été élu.